Ouais, alors je suis Run, je suis auteur de Moutafoukaz, créateur de Doggybags, le Rider, de Label 619, que je co-dirige en ce moment avec Guillaume Saint-Gelin, Mathieu Bablé et Florent Maudou. En fait, le truc, c'est que sur l'arc 1 de Moutafoukaz, je sais pas si tu avais remarqué, mais la technologie, elle était quand même assez low-tech, tu vois. C'était des vieux téléphones à cadran, c'était des trucs comme ça. Et il n'y avait pas ni Internet, ni les réseaux sociaux, etc. Et moi, quand j'ai fait l'arc 1 de Moutafoukaz, on va dire dans ma diégèse, il y avait un complot. Et c'était ce qui m'intéressait, parce que dans le complot, ce qui m'intéresse dans le complot, c'est que d'une certaine manière, c'est un exercice qui est assez proche de l'Uchronie. C'est tu t'imagines ce que pourrait être une espèce de monde parallèle. Enfin, tu vois, il y a une gymnastique assez intéressante. Tu vois, dans Moutafoukaz 1, le thème principal, c'est le complot, hein, tu vois. Mais en 2006, je trouvais que c'était beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui. Donc en 2006, les théories du complot, il y avait un petit côté plaisir coupable. Parce que tu vois, c'était encore underground, c'était assez sympa, c'est une petite gymnastique intéressante de se dire et si on n'avait pas marché sur la Lune, et si tu vois, tel attentat a été fait sous un false flag, etc. et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait et je trouvais que en termes fictionnels, c'était très intéressant. Et aujourd'hui, en 2023, c'est devenu tellement mainstream, il y a tellement de gens qui sont là-dedans au premier degré. Alors quand je parle de complotisme, je parle pas des gens qui vont mettre en doute, je sais pas moi, le pass sanitaire ou quoi que ce soit. Je parle des gens qui ont tout le package complotiste, tu vois. Et en règle générale, ça va de pair. Tu vois, une croyance en appelle une autre, qui en appelle une autre, et qui mène à une espèce de défiance systématique des versions officielles. Et moi, en 2023, je pouvais plus écrire Moutafoukaz comme en 2006. C'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que j'avais pas envie de faire une œuvre complotiste et de continuer là-dedans. Ce qui fait que, comme je te disais, Moutafoukaz arc 1, c'était très low-tech. Et le fait d'amener dans l'arc 2 de Moutafoukaz de la technologie, notamment Internet et les réseaux sociaux, ça me permettait de traiter des théories du complot, alors que dans la diégèse même de Moutafoukaz, il y a un complot. Donc tu vois, et l'idée c'était comme mon thème principal c'est le chaos, c'était sur chaque événement, comment les gens vont réagir par rapport à l'événement vécu. Et en fait, on se rend compte que systématiquement, même si le complot existe dans Moutafoukaz, les gens sont systématiquement à côté de la plaque. Et pourquoi? Parce qu'aussi il y a un algorithme qui fait qu'ils sont un peu perdus dans des biais de confirmation, dans des bulles d'information. Et moi, je trouvais ça super intéressant pour mettre en scène le chaos que de commencer par les réseaux sociaux, en fait. Qui me fascine et qui m'énerve, en fait. Je t'avoue qu'avec l'âge, c'est quelque chose aussi qui commence à m'agacer. C'est-à-dire que les Américains, c'est les premiers à parler d'appropriation culturelle, par exemple. Mais leur pays entier est une appropriation culturelle. C'est un truc de fou. C'est un peuple qui a génocidé un autre peuple pour prendre sa place. C'est un peuple qui a pratiqué la ségrégation, tu vois, très longtemps, où il y avait des robinets pour les blancs et des robinets pour les noirs. Et aujourd'hui, qui font des leçons de morale au monde entier pour ces mêmes questions. Tu vois. Mais on a envie de dire, les gars, ça c'est votre histoire, c'est vos problèmes. Alors, moi je trouve que c'est bien, il y a plein de choses qui sont bien, le progressisme, il y a plein de choses qui sont bien. Par exemple, du Michel Leb aujourd'hui, pour moi c'est juste impossible, tu vois. Et donc, il y a plein de choses qui sont positives. Mais il y a aussi des abus, surtout aux États-Unis, qui me paraissent complètement aujourd'hui, parfois même hors sol, tu vois. Donc, et encore une fois, cette espèce de paradoxe qu'ils ont avec les armes à feu. C'est-à-dire que, il y a plus de meurtres par arme à feu domestique aux États-Unis qu'il y a de morts par terrorisme, par exemple. Néanmoins, ils en sont moi, je sais qu'il y a une période, j'étais à Miami et il y avait il y avait une grosse tuerie de masse dans une école et il y avait des débats aux infos pour savoir quel système serait le meilleur pour contrer ça. Et il y avait deux théories qui se battaient en duel. Le premier, c'est d'armer les profs. Et le deuxième, c'était des systèmes qui, dès qu'il y avait un premier shoot, il y avait tout un truc pour bloquer les portes pour éviter aux tueurs de rentrer. Mais tu as envie de dire, il y a peut-être même plus simple, c'est interdire les armes à feu de type armes militaires, tu vois. Parce que c'est ça qui fait le plus de dégâts. Je veux dire, même encore, les mecs, ils auraient juste, on va dire, juste entre guillemets, un flingue. Bon, bah voilà, le chargeur il est limité, mais là, c'est des chargeurs de 30 bastos. Donc, il y a un côté comme ça, je trouve que c'est le pays des paradoxes.
Et malheureusement, c'est un pays qui a bien infusé son soft power pendant ma jeunesse. Ce qui fait qu'à la fois je suis imbibé dedans, et en même temps, tous ces paradoxes-là, j'ai envie de les extrapoler, en faire quelque chose de fictionnel pour, malgré tout, pour le fun, parce que Mount of Cast, ça reste ça avant tout. Ça reste du fun, ça reste des poursuites en voiture. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe dans Mount of Cast, j'aurais du mal à l'imaginer en France, par exemple. Un peu. En fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que Vince prenait, même dans le film, je trouvais qu'il était un peu absent. Et du coup, après, finalement, il fait pas beaucoup plus de choses dans l'arc 2 que dans l'arc 1. La seule différence, c'est qu'il y a des flashbacks qui reviennent sur sa genèse. Donc c'est ça aussi qui fait la différence. Et c'est ça qui prendra tout son sens dans le tome 3 de MFK2. Mais je pense aussi que c'est un personnage qui méritait aussi effectivement, de prendre un petit peu plus de place. Et tu vois, on connaît bien le lore d'El Diablo avec Puta Madre. On connaît même le lore de la fille d'El Diablo, alors qu'elle n'est même pas dans l'arc principal de Mount of Cast, qui est Guadalupe. Je me suis dit, c'est quand même con de passer à côté de Vince alors qu'il est là depuis le début, quoi. Donc, il y a un peu plus de place pour Vince. Et puis, j'ai l'impression que les lecteurs apprécient ça quand même. Ouais. En fait, c'est une espèce de Tetris c'est un Tetris de priorité, comme je dis souvent. C'est-à-dire qu'en fait, une priorité en chasse une autre, qui en chasse une autre, qui en chasse une autre. Donc mon travail d'auteur, il est toujours un petit peu, j'ai envie de dire, en retrait par rapport au reste, parce que le reste, si tu veux, quand je bosse avec un auteur, je peux pas me permettre de dire à l'auteur, écoute, là je suis en train de bosser ma BD, on en reparle dans 2 mois. Bah non, c'est maintenant, parce que le mec il a besoin de vivre, il a besoin de faire sa BD, etc. Donc je passe toujours en priorité les projets qui ne me concernent pas finalement, enfin qui me concernent par rapport à la Label 119, mais les projets d'autres auteurs. Et puis ensuite, le reste du temps, je bosse sur ma BD. Des fois, les gens me disent mais en fait, tu dors pas. Mais si, je dors très bien. Je dors mes 8 heures par nuit. C'est quelque chose qui est primordial pour moi, parce que sinon, j'ai déjà testé mes limites physiques et que je sais que le sommeil, c'est primordial. Ouais. Par contre, c'est le temps de loisir. Là, par contre, c'est clair que j'ai 0 loisir. J'ai une pile de jeux vidéo auxquels je voudrais jouer. Je sais que j'ai pas le temps. J'ai des BD, laisse tomber, j'en ai plus. Les films, c'est pareil. Je vais pas au cinéma. Donc, je passe mon temps à travailler, effectivement. Mais je ne rogne pas sur mon temps de sommeil, par contre. Ouais, alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de magazines ou de revues. Pour moi, c'est marrant. Pour moi, ça reste une BD, en fait. Je trouve que les articles sont pas suffisamment poussés pour parler d'un magazine ou d'une revue. Néanmoins, pour moi, le cœur de l'O-Reader, ça reste quand même les histoires en bande dessinée. En fait, c'est ni plus ni moins que la suite de Doggy Bags, hein, tu vois. L'idée, c'était qu'en arrivant chez Rue de Sèvres, on avait le choix entre faire Doggy Bags 18, mais on était dépendant aussi des 17 autres Low-Reader, Doggy Bags qui étaient chez Ankama, ou alors potentiellement repartir sur quelque chose de neuf en reperfectionnant un petit peu l'édito avec Lazare le Corbeau, et en faisant en sorte que Rue de Sèvres s'approprie complètement le nouveau projet. Donc on a décidé quand même de partir par là. Comme ça, au moins, le lancement du label 619 chez Rue de Sèvres, c'est accompagné aussi d'un lancement d'un titre comme Low-Reader, tu vois, et c'est important que ça démarre au numéro 1. Comme ça, au moins, Rue de Sèvres était impliqué dès le début. Et puis finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Les gens s'y sont retrouvés, c'est la même formule. C'est 3 histoires, les articles, enfin voilà, c'est juste le nom qui change, quoi. C'est un nom que Yock avait trouvé dès Doggy Bags. Dès Doggy Bags, il y avait des petits logos Low-Reader déjà. C'est un truc qu'il avait kiffé faire. C'est un logo que j'avais récupéré de son travail perso. J'avais dit c'est excellent, etc. Et puis on avait décidé de le mettre. Et c'est vrai que quand on a cherché un nouveau titre pour la suite de Doggy Bags, assez vite, il m'a dit pourquoi on n'utiliserait pas Low-Rider. Je me suis dit ouais, tiens, pourquoi pas en fait. Donc c'est un jeu de mots entre le Low-Rider et Low-Reader. J'ai presque envie de dire d'une certaine manière presque un lecteur bas de gamme, tu vois. Mais c'est marrant en fait. C'est marrant parce que justement on joue avec les codes de l'exploitation. Et puis l'air de rien, même si ça peut paraître de loin une lecture un petit peu bas du front, finalement on essaye d'y mettre des thématiques particulières sociétales. Alors ça ne veut pas dire forcément chiant, hein, tu vois, mais qu'on accompagne aussi d'articles
qui permettent de donner des clés de compréhension ou même parfois d'approfondir quelques sujets évoqués dans les histoires, tout en gardant à l'esprit qu'on fait de l'exploitation. Donc on fait de la bagarre, on fait du sang, on fait de l'horreur, mais on essaye de ne pas être trop con en le faisant. Pas forcément proche du milieu du podcast, mais moi quand je travaille, j'écoute pas de musique, j'écoute beaucoup j'écoute des documentaires, j'écoute des podcasts. Et Distorsion, pour tout dire, c'était un jour ma belle-sœur qui m'a dit, tu sais, des fois on s'échange des tuyaux parce qu'elle est à fond aussi sur tout ce qui est true crime et tout. Des fois quand on a des bonnes émissions, des trucs comme ça, on se file des tuyaux. Et elle m'a dit, ah bah tiens, il y a un podcast québécois qui est cool, qui s'appelle Distorsion. Et c'est plutôt sympa parce que déjà l'accent fait un peu voyager. Et puis il traite de sujets qui ne sont pas forcément traités en France. Et j'ai écouté, j'ai tout de suite accroché. Et un jour, c'était la Coupe du Monde de foot France-Pérou. Et tout en Kama était devant le match France-Pérou. Je trouvais ça... Tout le monde était à fond, genre ouais, allez la France, allez la France. Je me dis putain, les mecs, on dirait qu'ils essayaient de reproduire avec France-Brésil de 98 ce qui est en train de se passer avec le Pérou. Je dis non mais les gars, vous êtes sérieux? Et j'avais fait c'était une époque où j'allais pas trop bien dans ma tête et je faisais beaucoup de stories Instagram. Et j'avais parlé de ça, j'avais dit putain, arrêtez avec votre France-Pérou et tout, ça rime à rien, etc. J'avais dit putain, si vous voulez des trucs cool, écouter des podcasts comme par exemple Distorsion, si j'avais balancé ça. Et comme je les avais arrobase, ils l'ont entendu, ils sont allés voir sur ma page Instagram, ils ont vu que je dessinais et tout, ils ont dit ah excellent, nous on fait des bouquins, est-ce que tu serais chaud pour les illustrer? Et je dis bah écoute, parfait. Et en fait j'ai illustré 2 de leurs bouquins et ça fait un petit moment que je leur disais les gars, ce serait bien de faire une BD ensemble. À l'époque c'était Doggy Bags, sauf qu'entre temps il y a eu le passage dans Kamashi Rotsef, donc tout était un petit peu plus compliqué, donc c'est resté en stand-by. Et puis une fois que c'était bon, qu'on était installé, on ne pouvait pas commencer un lowrider avec Distorsion tout de suite. Tu vois. Les gens ils auraient cru que c'était tout lowrider qui était en partenariat. Donc on en a fait un premier, un deuxième. Et moi je gardais les histoires au chaud parce que Petit Rapace il avait déjà fait la sienne. Et puis avec Rours on avait fait la nôtre pendant le confinement. Et puis il nous restait plus qu'une histoire. Et quand Pivoine est arrivé avec sa 3e histoire, on a dit parfait, on l'a. Donc c'est là que j'ai recontacté les mecs de Distorsion. J'ai dit les gars, je crois qu'on a les 3 histoires. Et puis ça s'est fait assez naturellement. Voilà quoi. Ah la vache. J'irais dans la tête de qui? J'irais dans la tête de Frank Miller. Pour voir s'il est vraiment réac dans sa tête, s'il est pire que dans ses BD. Si c'est finalement un mec assez cool, moi je dis ça, j'aime beaucoup Frank Miller, hein, tu vois, moi je suis pas du genre à dire ah il a tenu des propos problématiques donc je cancel, tu vois. Non, moi je trouve que même les propos problématiques ça m'intéresse d'une certaine manière parce que j'aime toujours bien confronter, j'aime bien être mal à l'aise quand je lis un truc et tout, donc il n'y a aucun souci. Mais ouais, je dirais j'aimerais bien être dans la tête de Frank Miller, voir un petit peu comment il pense, qu'il pense et voilà quoi.